Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur mon podcast. Vous le savez, ce podcast vous fait partir à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des auteurs, des artistes, des athlètes, des chanteurs, des chercheurs. Et dans ce cas précis, un homme qui est boulanger et entrepreneur. Car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Eric Kaiser. D'ailleurs, j'en profite pour vous inciter d'abord à aller déguster ces gourmandises. C'est ce que je faisais depuis ma plus tendre enfance, rue Monge. Donc allez-y, foncez, il y a des boutiques partout. Et si vous ne connaissez pas encore la marque, eh bien foncez la voir bien sûr sur les réseaux sociaux. Si le discours d'Eric vous a plu, vous pouvez le spammer sur LinkedIn. Je ne suis pas sûre qu'il vous réponde parce qu'il a déjà beaucoup de messages, on en parlait juste avant, mais vous pouvez quand même tenter votre chance et puis ça lui fera quand même plaisir, j'en suis sûre. Alors voici quelques éléments sur Eric si par hasard vous ne connaissez pas encore la maison. Fils de boulanger depuis 6 générations, Eric Kaiser avait sans doute une carrière qui lui était prédestinée. Il ouvre sa première boulangerie en 1996, au 8 rue Monge, donc dans le 5e arrondissement à Paris. Aujourd'hui, tout pile, 25 ans plus tard, la maison Kaiser comprend, si je ne me trompe pas, plus de 300 points de vente répartis dans 35 pays. Précurseur de la réintégration du pain au levain il y a 25 ans, quand la mode était plutôt à la baguette blanche, Eric Kaiser a inventé le ferment au levain. Il va nous en parler certainement, une machine innovante destinée à conserver le levain à bonne température. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, simplifiant ainsi le travail de tous les boulangers. Auteur d'une quinzaine de livres sur le monde de la boulangerie et en l'occurrence le grand livre du pain qui sort au moment où nous nous parlons, également des livres sur la pâtisserie, Eric Kaiser est aussi à l'origine de l'école Eric Kaiser visant à former des boulangers. Il est également maintenant à la tête du concept de tartomètre dans sa néo-boulangerie qui vient de sortir, Ernest, implantée à la Samaritaine. On va également en parler. Bref, vous aurez compris qu'Eric Kaiser est un entrepreneur hyperactif, créatif et qui a l'air parfaitement passionné par son métier. Et je me réjouis de passer ce moment en sa compagnie. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, je suis très content d'être avec vous. Eh bien, moi de même. Et Eric, en fait, je voulais commencer parce que là, j'ai lu devant vous en fait toute cette biographie. Je sais que c'est pas un exercice facile d'écouter quand on parle de soi, mais je me suis dit, cet homme est partout. En plus, en boulangerie, si je me trompe pas, on se lève quand même assez tôt. Oui. Et je me suis dit, est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de me raconter une journée type d'Eric Kaiser, mais même à l'heure d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi votre vie ? Je pense qu'on va tous avoir très peur. Ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup d'occupation. Mais je crois que quand on est passionné par quelque chose, que tout à l'heure vous avez dit, il a l'air d'être passionné. On ne se connaît pas encore donc, assez. Non, mais je sais. Donc c'est vrai que vous avez raison, il faut connaître les gens pour comprendre. Mais c'est vrai que quand on est passionné par quelque chose et qu'on n'a pas que l'air, on peut vraiment faire beaucoup de choses et avoir beaucoup d'énergie. Donc je me lève en général vers 5h ou 5h30 le matin. Tous les jours ? Tous les jours. Même le week-end Ouais, le week-end, je peux me lever vers 6h. Je vais courir. Et je vais courir en général. Oui. Je cours au moins 2-3 fois par semaine, une trentaine ou une quarantaine de kilomètres par semaine pour rester en forme, toujours. Et vous êtes, je dois dire, très fit. Très fit, oui. Ouais, je fais attention parce que je crois que c'est à cette condition que vous arrivez à travailler énormément. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise dans les avions, des gens qui travaillaient beaucoup, mais c'est vrai qu'ils me disaient qu'il fallait qu'ils conservent une certaine condition physique, sinon on n'y arrive pas. Je me lève vers 5h30, entre 5h et 6h, on va dire, en fonction des jours. En général, j'aime bien démarrer par aller dans les boulangeries pour voir ce qui se passe, discuter avec les boulangers, regarder la qualité du pain ou des produits ou dans nos pâtisseries pour voir les gens et puis sentir. On dit toujours qu'il faut passer du temps avec les gens et qu'il faut en tout cas regarder ce qui se passe, la qualité des produits, des process, etc. Voir si quelque chose a été modifié ou a été changé par inadvertance. Je crois que ça, c'est important. Je fais 2-3 magasins le matin et après, en général, quand je suis en France, c'est-à-dire pas étranger, je remonte au bureau et là, j'ai un tas de rendez-vous. Le midi, je repars dans les boulangeries, faire un tour, voir ce qui se passe, rencontrer des clients, etc. Et l'après-midi, je reviens au bureau, soit pour travailler sur des nouvelles recettes, sur des nouveaux livres, ou alors travailler avec l'export, puisqu'on est présent dans 30 pays. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Donc c'est l'heure où les États-Unis se réveillent, c'est l'heure où l'Amérique du Sud se réveille, l'Amérique centrale. Et sinon, tôt le matin, je suis en conversation avec Lassie. En vrai, les journées sont à rallonge. Vous voyez, hier, j'ai fini très tard. Je suis venu très tôt ce matin au bureau parce que j'ai des rendez-vous. Mais encore une fois, je vous dis, quand vous aimez ce que vous faites, vous ne calculez pas, vous ne réfléchissez pas comme ça en vrai. Il faut avoir une passion.
J'ai plein de questions. Déjà, la première, c'est le fait que vous alliez dans les boulangeries, les pâtisseries. Je pense que c'est effectivement très important et vous avez raison de le souligner. Je vois même, moi, en tant que chef d'entreprise d'une toute petite structure par rapport à la vôtre, en fait, on peut assez rapidement perdre de vue le concret, l'opérationnel. Ça, c'est quelque chose que vous avez toujours fait ou à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait remettre le nez dedans j'ai toujours fait partout dans le monde. Alors, ça me permettait de voir des choses incroyables à un moment donné, même qui me choquaient dans le monde, parce que les gens, de temps en temps, ils ont tendance à prendre, comme moi-même, j'allais dire, des raccourcis. Et ces raccourcis ne sont pas toujours bons pour la qualité ou pour le produit. C'est pour ça que je veille toujours à ce qui se fait. Et puis, il faut répéter les choses. Je crois que même nous, on a besoin de se les répéter. Oui, je vois souvent dans les magasins, les filles me disent « Oui, on a appelé hier parce que on était en panne ou avant-hier d'une vitrine. » Mais je dis et le dépanneur n'est pas venu. Mais je dis « Est-ce que chez vous, quand vous avez un problème électrique, vous avez besoin d'appeler une fois et le dépanneur est là ?» Je dis « Non, c'est la même chose. Il faut que vous preniez en main ces magasins. Si vous êtes responsable, il faut gérer, il faut rappeler les gens. Il faut faire comme je fais moi-même, c'est-à-dire répéter, rappeler. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et je vous dis, on a toujours tendance à prendre des raccourcis parce qu'on a l'impression que ça va plus vite, mais c'est plus mal. Et donc, votre rôle en tant que dirigeant, c'est d'être, au final, la personne qui s'assure de la qualité dans le temps. Je suis désolée d'insister sur ce sujet, mais c'est une période que je traverse moi-même, en fait, de me poser ces questions. Et j'avais lu, par exemple, j'ai même une fois eu la chance de croiser Bernard Arnault qui venait, vous savez, il vient apparemment toutes les semaines dans ses magasins vérifier. Ouais. Et en fait, on se dit, mais c'est fou, quoi. Une personne avec cette puissance et son aura, et puis surtout tout ce qu'il doit gérer, c'est fou qu'il le fasse. Et pourtant, c'est pareil avec vous, parce que 300 magasins, c'est colossal, en fait. Enfin, vous avez quand même constitué un empire. Donc, je suis vraiment intéressée par ce sujet et au-delà de dire à tout le monde que je pense que c'est utile, je voulais comprendre, en fait, au-delà de répéter, en fait, votre but, c'est vraiment d'identifier quand vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pas de la manière dont vous le souhaitez, quoi. Oui, alors, juste pour revenir là-dessus, en 96, 97, 98, j'étais tous les jours dans le magasin au 8 rue Monge. Et à des moments, quand j'étais moi-même au pétrin en train de faire la production, je me rendais compte que j'avais fait des produits qui n'allaient pas. Par exemple, mis trop d'eau dans le pétrin ou pas assez d'eau, et donc le pain n'était pas comme je voulais. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est là tous les jours qu'on va mieux voir que tout le monde. Attention, moi je dis, dans la vie, tout seul, on n'est rien. Je crois qu'on a besoin des hommes et des femmes qui travaillent avec nous. On a des gens d'ailleurs qui sont bien meilleurs que nous, ça c'est important de le souligner. Mais par contre, je crois que vous êtes un peu la conscience, oui, l'homme qui va dire attention, faites attention à ça, ne modifiez pas ça, changez pas ça. Je crois que cette précision, c'est quelque chose qu'on a en tant que chef d'entreprise et qui est importante. De répéter les choses, de dire aux gens de faire très attention aux petits détails, aux petites choses. Je crois que c'est ça le sursaut. Et puis de temps en temps, je crois qu'on est là pour donner un tout petit peu d'énergie aux gens parce que c'est vrai que quand on fait tous les jours la même chose, on peut se lasser un petit peu. Et donc hier, j'avais réuni tous nos responsables de magasin et j'étais en train d'expliquer ce qu'il fallait faire, remercier les gens pour tout ce qui s'était passé pendant cette période un peu compliquée. Et je me dis, tiens, il faut que je leur donne de l'énergie, donc il faut que je sois un peu plus fort, un peu plus performant pour ça. Je crois que c'est ça le truc, c'est de donner la force aux gens, comme on donne la force à ses enfants pour qu'ils deviennent plus tard très forts. Je crois que nous, on est là pour donner ça. Je crois que c'est peut-être ça notre rôle. Vous parliez de conditions physiques aussi, parce que mine de rien, c'est un peu un marathon permanent, quoi, ce que vous êtes en train de vivre. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que souvent on se dit les entrepreneurs ils travaillent beaucoup mais on se rend pas compte que ça vient quand même avec un certain nombre de compromis. Et vous avez en plus une condition physique qui a l'air vraiment exceptionnelle. Mais donc si je comprends bien, ça a été un choix assez tôt dans votre vie de vous dire en fait si je veux tenir dans le temps et si je veux avoir cette énergie, il faut que je m'entretienne parce qu'on peut un peu se laisser aller. Et je vous dis moi la première, quand on travaille beaucoup, qu'on dort pas beaucoup, on n'a pas forcément envie de se lever encore plus tôt le matin pour aller faire un petit running, quoi. Ouais, je fais l'effort tous les jours et c'est vrai que des fois en hiver c'est très dur de se lever à 5 heures et de se dire tiens je vais aller courir, il pleut, il neige, machin truc bidule. Mais je me dis que c'est à cette condition qu'on arrive à tenir. Et très jeune, j'ai fait beaucoup de sport. Et je continue à en faire beaucoup, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois, mais ça peut être 5 fois, 6 fois par semaine. Quand je suis en vacances, par exemple, je vais faire du sport tous les jours. Parce que on demande beaucoup au corps. Et si jamais vous ne l'entretenez pas, ce corps, vous ne tenez pas, vous êtes toujours fatigué, vous êtes toujours machin. Des fois, le midi, je pars du bureau, par exemple, pour aller voir les magasins et je vois les gens qui courent dans la rue. Ou qui font du vélo, n'importe, et je me dis, je suis un peu jaloux, vous voyez, je me dis, tiens, je pourrais le faire moi-même, mais alors que je le fais, vous voyez, parce que je me dis, c'est ça qui, dans ma tête, je crois que dans ma conscience, je crois que je sais que c'est ce qui me permet de tenir. Et en plus, quand vous voyagez beaucoup,
vous avez ces décalages horaires. Et si je vais au Japon, ou si je vais aux États-Unis ou n'importe, je me réveille très tôt. Donc, qu'est-ce que vous faites le matin? Vous n'avez pas regardé un film? Donc, j'emmène mon petit survêtement, mon t-shirt, et puis je vais courir. Et c'est sympa. Ou je vais à la piscine, ou je vais nager si c'est la mer devant moi. Mais oui, je vais faire longtemps. Je ne veux pas faire quelques kilomètres ou quelques brasses. Oui, bien sûr. Vous diriez que l'une des choses au niveau physique, mental, les plus difficiles de votre métier, c'est quoi? C'est justement la gestion du sommeil ou... Ouais, la gestion du sommeil est compliquée. Surtout quand vous voyagez beaucoup, on vous dit oui, bon, y a des gens qui supportent, il y en a d'autres qui ne supportent pas le jet lag, mais je crois que pour tout le monde, c'est quand même compliqué, il ne faut pas rêver. Et donc, il faut apprendre à pouvoir dormir pas beaucoup, ou en tout cas de façon forte, puissante pendant quelques heures. Et puis après, je vous dis, il faut se dépenser pour être fatigué, pour pouvoir dormir un peu plus. Je crois que ça, c'est important. Et puis, c'est aussi un entraînement, parce qu'on vous dit, oui, il y a des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, d'autres pas beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est un entraînement, hein, parce qu'on est quand même souvent fatigués, tous les uns et les autres. Et encore plus, c'est à l'approche de l'hiver. C'est clair. Donc, il faut se bagarrer avec ça. Je vais vous poser une question un peu indiscrète, Eric, mais notre conversation m'amène à y penser. Souvent, vous savez, quand il y a une femme, enfin moi en tout cas quand j'ai des femmes, très souvent je leur pose la question de leur équilibre de vie pro-perso. Et on la pose assez rarement aux hommes, cette question. Je ne suis pas féministe dans l'âme, mais néanmoins je suis un peu obligée de vous poser la question parce que j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup du coup et que vous ne dormez pas énormément. Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de principes pour garder justement un équilibre, tant au niveau des vacances, au niveau du sport, je vois que c'est le cas, mais aussi au niveau de votre vie de famille, de votre vie même amicale, quoi? Oui, j'essaie toujours de le faire. Hein. D'ailleurs, même quand je suis fatigué, que je rentre de voyage, si j'ai des dîners avec mon épouse, avec mes enfants ou avec mes amis, je les conserve tout le temps. Je crois que ça, c'est essentiel. Et je m'oblige même à sortir. Parce que sinon, c'est vrai que quand on est fatigué, des fois, on se dit, on rentre à la maison, on se met devant un petit film sur le canapé. Et c'est sympa, mais non, je m'oblige à sortir. Oui, pour éviter beaucoup. de vraiment travailler tout le temps que et ne rien faire faire du d'autre. travail, oui. Non, très, très important. Et ça, c'est quelque chose que vous avez toujours fait ou vous avez eu un moment, eu la réalisation que c'était important? Non, j'ai toujours fait. Il y a des moments où je me dis, tiens, je suis un peu feignant. Mais vous savez, quand vous voyagez, vous partez tout le temps. Donc, vous arrivez dans un pays, vous dites, il faut que je voie les gens. Donc, c'est pas il faut, c'est que je dois voir les gens ou j'ai l'envie de voir les gens. Et donc, à ce moment-là, vous vous dites, il faut sortir, il faut bouger, il faut y aller, il faut sortir. Hier soir, je suis rentré à minuit. À 6h, j'étais au bureau. C'est comme ça. Et vous m'impressionnez, Eric. Non, c'est pas une impression. Il y a énormément de gens qui font ça. Je vous dis, on peut le faire qu'à partir du moment où on est passionné. Et qu'est-ce qui nous donne la force? Je crois que c'est la famille, les amis ou les gens qui travaillent avec vous. Ils vous donnent cette force parce qu'ils ont des attentes envers vous. Et je crois que c'est bien de le faire. Et donc, vous prenez la force auprès des gens et vous êtes fort. Je me permets quand même de vous poser la question. Le fait que vous travaillez autant, je peux imaginer que c'est pas évident pour votre famille. Vous avez eu tôt une conversation dans votre vie de couple avec vos enfants peut-être sur le fait que vous étiez quelqu'un qui allait beaucoup travailler ou c'est pas quelque chose que vous avez fait? Pas eu la conversation, ils l'ont vu tout seuls, comme des grands. Ils se sont habitués comme ça, mais je crois que le temps que je passe avec eux, il était bon. Parce que c'est vrai que j'ai 2 garçons qui sont sympas, qui aiment le travail, qui ont une vie qui est saine. Donc, je pense qu'ils comprennent aussi, les enfants, ceux qu'on vit, en tout cas, de comprendre. Et puis, je crois qu'il faut avoir beaucoup de discussions avec ses enfants. Bon, moi, je ne suis pas un modèle, j'ai aucune espèce d'idée de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire ce que moi, je pensais être bien. C'est le plus important. Si on parle justement de votre enfance pour changer complètement de sujet, est-ce que vous pourriez me décrire le petit Eric Kaiser? Où est-ce qu'il est né? À quoi il ressemblait? Est-ce qu'il était timide? Est-ce qu'il était turbulent? Comment étiez-vous petit? Non, le petit Eric Kaiser, il est né dans une petite ville de 8000 habitants qui s'appelle Lure, en Haute-Saône. Et j'étais assez turbulent, j'avais vraiment beaucoup d'énergie. Donc pour me calmer, mes parents m'envoyaient faire du sport tous les jours. Et je me voyais enfant, depuis l'âge de 5-6 ans, dire à mes professeurs qu'est-ce que tu veux faire plus tard, machin. On vous pose toujours la même question, hein. Alors que souvent les gens ne savent pas. Moi, je leur disais, je veux faire de la boulangerie et voyager. Et à l'époque, faire de la boulangerie et voyager, c'était pas compatible. Ouais. Et en plus, voyager, on voyageait pas beaucoup à l'époque. Prendre l'avion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je me voyais dans mes rêves faire ça. Et je crois que je suis allé au bout de mes rêves. Et un jour, j'étais à New York et puis je vais à une parade. Vous savez, je crois que c'était Saint-Patrick et ils font des parades dans la rue. Et il y a des gens qui vous invitent dans un appartement pour faire un petit déjeuner, regarder la parade passer.
Et je vois 5 femmes qui m'interrogent, qui me posent 1 million de questions. Il devait être 8h ou 9h du matin. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me retrouver avec ces femmes qui me posent tellement de questions? Puis au bout d'1 heure de questions, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me posiez autant de questions? Mais non, on est désolé, Eric, on ne s'est pas présenté. Je crois que c'était psychologue ou psychiatre. Elles écrivaient un livre sur l'enfance, de l'enfance à la réalisation de ses rêves. Et donc, elles me posaient des questions parce que c'était la fin de leur livre. Elles avaient interviewé un tas de chefs d'entreprise qui avaient des idées de réussir ou de faire un métier particulier. Et lesquels réussissaient, lesquels réussissaient pas. Elle disait en vrai que, je crois en synthèse de ce que j'ai compris, que c'est aussi cette force que vous allez mettre au service de vos ambitions qui vous permettent de réussir. Mais c'était marrant, je me rappelle de ça m'a marqué à l'époque. Et surtout, c'est quand même assez fou de se dire que vous aviez ce double rêve qui s'est complètement réalisé de boulangerie et de voyage, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'était non seulement pas évident, en tout cas la partie voyage, mais il y avait pas de route tracée qui vous permettait, il fallait l'inventer la route en fait. Non, il n'y a pas de route, mais je crois que si quelqu'un a envie de faire quelque chose aujourd'hui, alors on vous dit il y a la chance, il y a les machins, la chance je crois qu'il faut la provoquer, je crois qu'il faut avoir envie, je crois qu'il faut vouloir, je crois qu'il faut désirer, je crois qu'il faut mettre de la force, je crois qu'il faut mettre du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire ce métier bien, vous voyez, la boulangerie. Je pensais que j'étais plus lent que les autres pour apprendre parce que les gens, ils vous disent, moi, j'apprends un métier en 6 mois, mais ils ont de la chance. Moi, j'ai vraiment mis des années à comprendre, à pouvoir faire bien, à pouvoir réaliser ces choses comme il faut et comprendre aussi comment fonctionnait l'être humain pour pouvoir travailler d'abord en collaboration avec les gens. Donc, j'ai fait un apprentissage de boulangerie. Ensuite, j'ai fait compagnon de devoir du Tour de France. Pendant que j'étais à l'armée, je suis parti au Liban dans les casques bleus. Je me suis retrouvé à dormir dans une tente avec des gens pendant 6 mois, pendant 8 mois. Donc vous apprenez ce qu'on appelle la vie ensemble, en communauté, en groupe, et le partage, et comment aider l'autre, et comment l'autre peut vous aider, etc. Et je crois que ça a été une période de ma vie qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc on dirait que la vie m'a mis devant des choses que j'avais peut-être pas envie de faire, mais juste pour faire mon apprentissage. Et après, quand j'ai terminé les compagnons, j'avais trouvé une amie au Canada, j'avais envie de partir la rejoindre. On m'a dit non, ça marche pas comme ça, on t'a permis d'apprendre ton métier, d'apprendre beaucoup de choses, maintenant il faut que tu redonnes aux autres. Et on m'a mis dans un bureau pour travailler sur des programmes de formation. Puis ensuite, on m'a demandé de déployer ces programmes de formation, alors donc de devenir un espèce de formateur, mais chose que j'avais absolument pas envie de faire. Et donc, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, quoi. Et ça m'a permis sûrement d'apprendre, de m'améliorer, de comprendre beaucoup de choses. Apprendre à apprendre, apprendre à former, apprendre à comprendre. Et je crois que c'est toutes ces choses qui sont importantes. Vous disiez précédemment que ces premières années, elles ont été hyper formatrices et que ça vous avait appris énormément d'enseignements. Je suis obligée de vous poser la question, du coup, quels enseignements, même quand vous me parlez du Liban, du partage, des casques bleus, c'est des valeurs, c'est une manière de partager. C'est vivre en communauté, c'est vivre des angoisses et apprendre à se défendre en groupe, je crois que c'est tout ça, apprendre à partager un repas. S'il n'y a pas beaucoup à manger, vous apprenez à le partager. Vous voyez, c'était pas rompre le pain, mais c'était partager le repas. Et je crois que c'est important. Vivre en communauté, c'est aussi attendre pour prendre la douche, parce qu'à l'époque, c'était dans des dortoirs, il y avait beaucoup de monde. C'est apprendre justement il n'y a pas d'armoire pour ranger ses affaires, donc il faut se débrouiller. Oui, il faut apprendre à être très, très organisé. Enfin, en tout cas, pour moi, je crois que j'ai appris aussi l'organisation dans ces moments de vie en communauté. Et je vous dis, dans la vie, globalement, on est peut-être un peu égoïste et apprendre à partager, c'est quelque chose de beau. Compliqué, mais c'est beau. Il faut se battre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fini par lancer votre propre... j'ai compris que vous aviez le rêve depuis que vous étiez petit, mais vous étiez parti sur un autre cheminement, finalement, d'être formateur. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé à votre compte et que vous avez ouvert la première maison Kaiser rue Monge ? Comme vous êtes formateur, on se moque toujours de vous. On vous dit, tiens, c'est bien parce que tu dis, tu expliques, mais tu fais pas toi-même. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient énervant. J'allais vous dire, alors je dis, c'est bon, j'ai compris. J'avais fait la machine, vous savez, avec un ami qui s'appelait Patrick Cassin pour entretenir et gérer les levains naturels en permanence. Je me suis dit, parce qu'on me l'a déjà dit 3000 fois que c'était bien d'expliquer, mais qu'il fallait peut-être faire à un moment donné. Je me suis dit, je vais démarrer. Et puis c'était peut-être l'âge, oui, j'avais 30 ans, j'avais envie de démarrer. Vous avez lancé en fait la première maison à 30 ans. J'avais envie de démarrer, de faire quelque chose, réaliser, et puis je trouvais que c'était sympa. Et là, j'ai vraiment fait mon apprentissage. Ça a été très dur, le premier magasin, donc avec
je sais pas, on avait au départ une dizaine de salariés, puis après une quinzaine. Et c'est vrai qu'il a fallu apprendre à composer à nouveau différemment, à partager différemment, à expliquer différemment, à ce que moi je comprenne peut-être certaines choses que je n'avais pas appris. C'est une bonne expérience, mais tous les chefs d'entreprise vous le diront, et vous avez dû le vivre. Le démarrage est toujours très très compliqué. Alors j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des mentors, donc des gens qui, ce que j'ai peut-être pas appris à l'école, m'ont expliqué, m'ont aidé, m'ont fait progresser. Et ça aussi c'est important, c'est d'écouter les gens autour de vous. Mais les gens, alors il y a les mauvais et il y a les bons. Il y a ceux qui veulent que vous ratiez, il y a ceux qui veulent que vous réussissiez. Il faut essayer de repérer ceux qui sont bien pour vous. Pas toujours facile de faire la différence. On dit toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs, et ça c'est vrai. Hein. Donc il faut faire attention, il faut essayer de repérer les bonnes personnes autour de vous. Ces mentors, c'était plutôt des mentors sur le métier d'entrepreneur, sur le métier de boulanger Souvent sur le métier d'entrepreneur. Parce qu'en vrai, quand vous démarrez, vous ne savez pas, vous êtes à la banque, vous présentez un projet, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de données. C'est vrai que je dis toujours que mon téléphone, c'est mon meilleur ami parce que vous avez un souci, vous avez une question, vous êtes dans un pays, vous voulez savoir combien il y a d'habitants, vous voulez savoir combien il y a de trucs. Vous avez l'information, mais avant, on n'avait pas ces informations aussi facilement. Vous voyez, on a la bibliothèque, on cherchait, on se cassait la tête. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de données. À 96, c'était une autre planète. Ouais, c'était une autre planète. Je crois qu'en 20 ans, ça a tellement changé. Et pas que les 10 prochaines années vont changer encore plus vite que les 20 ans qui viennent de passer. Donc ça, c'est bon. J'espère qu'on se reverra pour les 35 ans des Kaiser, du coup. Dites-moi, c'est intéressant. Vous dites que vous avez finalement appris énormément de choses dans ces premières années, que vous avez été étonné parce que plein de choses que vous pensiez savoir se sont révélées fausses, ou en tout cas que vous ne saviez pas les faire. Vous auriez quelques exemples précis de choses que vous avez compris à ce moment-là sur les premières années? On va dire que dans la vie globale, alors je ne sais pas si c'est les premières années ou plus tard, mais quand je me suis installé, j'ai trouvé des partenaires avec qui je me suis associé, par exemple, pour faire des maisons Kaiser à l'étranger. Et au Japon, ça a bien fonctionné. Après, je me suis associé avec des gens pour démarrer à Los Angeles, par exemple, des magasins. Et ces gens étaient des amis très proches et on s'est associés ensemble. Je me suis dit, tiens, ça va fonctionner, on va faire quelque chose de beau. On a démarré 3 magasins à Los Angeles. Et au bout d'1 mois ou 2 mois, parce qu'il a fallu 1 an ou 2 ans de préparation, vous voyez, il faut trouver les équipes, il faut trouver les locaux, il faut faire les magasins, etc. Je me suis rendu compte au bout d'1 mois, je crois, ou 2 mois qu'on était ensemble, qu'on avait ouvert les magasins et qu'on avait un vrai succès, que ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas? Parce que j'ai vu que, en vrai, on ne pourrait pas s'entendre avec ces gens-là. Ils n'avaient pas les mêmes idées. Leur problème, ce n'était pas la qualité. Leur problème, ce n'était pas l'être humain. Leur problème, ce n'était pas de faire des magasins très beaux, c'était de gagner de l'argent, etc. Mais je ne m'étais pas rendu compte de ça en vrai, parce que quand ils sont venus dans mon giron, ou proche de moi, ils me servaient le discours que j'avais envie d'entendre en vrai. Et je ne m'étais pas rendu compte que tout ça ne fonctionnerait pas. Donc, au bout de 2 mois ou 3 mois, j'aurais dit, écoutez, moi, si vous voulez, je vous reprends vos participations et puis je redémarre tout seul, je continue l'entreprise tout seul. Et là, la dame m'a dit, non, mais nous, on préfère te racheter tes participations et nous, on va reprendre l'entreprise. Bon, j'ai dit, écoutez, on ne va pas se casser la tête, moi, je suis d'accord. Vous enlevez mon nom des entreprises et puis vous reprenez, il n'y a pas de problème. Et vous me remboursez mes investissements. Mais c'est des choses qu'on ne sait pas, vous voyez, vous rencontrez des gens, ils vous font rêver, ils vous disent, tiens, je vais venir avec toi, je vais m'associer, je vais te développer, je vais te montrer. En vrai, vous pensez, quand les gens viennent vous voir, qu'ils savent toujours mieux que vous. Alors, bien sûr, il y en a qui savent mieux que vous, mais pas tous. Et il faut essayer de repérer les bonnes personnes et les mauvaises. Donc, c'était des expériences de vie, j'allais vous dire. En vrai, quand vous vous confrontez à l'export, il faut... Moi, je dis toujours qu'une association, c'est comme un couple. Il faut que les deux personnes évoluent en même temps, au même niveau. Et à des moments donnés, quand vous êtes avec des partenaires, malheureusement, il y en a un qui est resté derrière ou qui est devant et ça ne fonctionne plus. Et donc, il faut trouver des solutions de sortie. Solution de sortie, c'est probablement aussi des conversations pas toujours faciles, et en tant que chef d'entreprise, malheureusement, on en a souvent des conversations pas faciles. C'est quelque chose aussi que vous avez dû apprendre, vous, de dire non, de dire en fait ça ne doit pas fonctionner. Enfin, si je me mets à votre place, je me dis cette conversation elle ne doit pas être évidente quand même, surtout si c'était des personnes que vous connaissiez avant. Vous voyez que ça va pas. Souvent on traîne un peu des pieds parce qu'on se dit j'ai quand même envie de donner cette chance à cette collaboration, et puis au final à un moment donné on se dit non, il faut y aller. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez appris aussi en cours de route, où vous étiez spontanément très à l'aise à l'idée de dire aux gens Non,
J'ai appris vraiment à faire des compromis et à ravaler mon mouchoir parce qu'au départ, on se dit toujours, bah, bon, ça va pas, on va faire la bagarre, on a raison, on pense toujours qu'on a raison. Mais en vrai, je crois que c'est comme partout, on a raison à 50% ou à 40%, et l'autre a sûrement raison à 40 ou à 50%, et qu'il faut absolument accepter de faire des compromis pour pas Hmm. partir dans des guerres. Enfin, ça peut, vous voyez, les pays, oui, à travers des pays, on peut finir en guerre. Bah là, dans une entreprise, ça peut être la même chose, et qu'il faut trouver des solutions sages pour l'entreprise. Donc, j'ai appris à devenir un peu plus Un sage. peu plus sage. L'entrepreneuriat, ça fait un peu ça parfois, ouais, je dois dire. Si on revient encore au début de la maison Kaiser et à ces premières années où vous étiez vraiment à 100%, vous dites assez rapidement vous étiez 10 personnes, ensuite 15 personnes. Du coup, la dimension humaine, vous, dans votre métier, elle est absolument clé. C'était 15 personnes. Maintenant, je ne sais pas combien vous êtes à la maison Kaiser, mais je peux imaginer qu'avec 300 boutiques, il y a un peu de monde. Ouais. Et donc, cet apprentissage aussi de l'humain, il est dur pour beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on fait les choses soi-même et on aime faire soi-même. Ouais. Apprendre à déléguer, apprendre à expliquer, apprendre à motiver, c'est pas naturel pour tout le monde. Comment vous avez fait cet apprentissage ? Je crois que la vie m'a permis d'apprendre, c'est en faisant aussi beaucoup d'erreurs. Je crois que j'en ai fait beaucoup dans l'humain. On apprend en vrai parce que bah, on a toujours l'impression de savoir, mais on ne sait pas en vrai. Donc il faut être tempéré, il faut être calme, il faut, je crois, à un moment donné, être un peu sage. C'est ce que je vous disais, j'évite les conflits. S'il y a un problème, par exemple, avec quelqu'un, j'essaie de le voir dans mon bureau et de trouver une solution de sortie pour lui ou pour moi. Et je crois que c'est ça le truc. Et puis, vous avez des gens autour de vous dans une entreprise, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas tout seul diriger tout, qui ont des forces qui sont plus importantes que vous dans certains domaines. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir les repérer. Et il faut d'ailleurs repérer votre encadrement pour que ça fonctionne bien avec vous. Je crois que c'est tout ça qui fait une entreprise. Parce que si vous décidez de faire vous-même, ben on ne sait rien en vrai tout seul. Il faut le savoir. Ouais, On apprend, on est des apprentis. C'est pas évident, c'est pas évident. Comment vous avez réussi à identifier les premiers profils justement où vous vous êtes dit c'est des personnes sur lesquelles j'ai envie d'investir parce que je pense qu'ils peuvent nous emmener très loin? Bah, je sais pas si c'était amusant, mais par exemple, on vendait au départ des gâteaux et j'ai vu une dame qui est passée dans le magasin, puis elle me dit, mais c'est bizarre votre façon d'emballer les gâteaux, là, les gâteaux sont magnifiques, enfin, c'était des parts de tarte comme ça à l'époque, mais c'est emballé, enfin, on savait pas, vous pas pensé à ça, nous, vous voyez, l'emballage et machin. Elle me dit, si vous voulez, je viens travailler avec vous, et puis elle s'appelait Jacqueline à l'époque, je me rappelle, ben, je dis, venez, parce que nous, on connaît rien. Et elle est venue, elle est rentrée, elle nous a dit ce qu'il fallait commander comme emballage, elle a formé les vendeuses, etc., qui n'étaient pas des vendeuses expérimentées. En vrai, c'est ça le truc de la vie, c'est que de temps en temps, vous avez des gens qui passent à côté de vous. On dit toujours qu'il ne faut pas rater le train quand il passe devant vous. Ben, il faut repérer ces gens, il faut leur faire confiance. Ils seront bons, ils ne seront pas bons, c'est pas grave, mais en tout cas, vous faites. Et cette fille, elle a formé énormément de gens chez nous. Et c'était super parce qu'elle nous a mis le pied à l'étrier, en tout cas pour améliorer notre système de vente, de présentation des produits, etc. Donc vous diriez que finalement, votre rôle aussi, en tout cas vous, la manière dont vous l'avez fait en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à saisir les opportunités de la vie et notamment au niveau humain, c'est-à-dire de ne pas être uniquement méfiant, parce que quand on a des soucis, on peut devenir méfiant, et de, au contraire, laisser la porte ouverte, quitte à ce qu'elle se referme si ça ne fonctionne pas, et c'est comme ça. Mais pour être concrète, voilà, quand typiquement cet exemple, vous rencontrez quelqu'un, hop, vous dites, ok, je vais tenter la chance. Donc être plutôt dans une optique de saisir les opportunités plutôt que d'être dans le contrôle des risques. Ouais, moi j'essaie de donner vraiment beaucoup ma confiance, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai appris ça, je crois, aux États-Unis, parce que là-bas, ils font vraiment confiance aux gens. Et je crois que ça, c'est important. Et vous apercevez que les gens sont des fois bien meilleurs que vous pour porter cette confiance et que c'est extraordinaire. Alors, ça veut pas dire que vous n'êtes pas déçus à des moments donnés, hein, c'est ce que je vous disais, mais bon, la vie, c'est pas non plus bisounours. Hein, et je pense qu'il faut. On est là pour apprendre, on est tous là pour apprendre, on est tous là pour s'améliorer, on est tous là pour progresser. Et je crois qu'il faut le faire. Et en donnant votre confiance, vous trouvez des gens extraordinaires. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites, ok, c'est sympa la rue Monge et les boutiques en France, mais moi, en fait, avec Kaiser, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller un peu partout dans le monde. J'avais parcouru beaucoup de pays avec le fermento levain, parce que quand Electrolux Baking, à l'époque, Electrolux, les aspirateurs, ils avaient une division boulangerie, c'est eux qui avaient produit nos machines. Ils vendaient les machines à travers le monde et personne ne savait les faire marcher, donc on nous appelait. C'est comme ça que j'ai monté d'ailleurs ma première société de conseil. Et on nous appelait en Chine, on nous appelait en Australie pour y démarrer ces machines. Bon. Et quand j'ai démarré rue Monge,
Au bout de 2 mois ou 3 mois, j'ai dit: «Voilà, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai besoin de voyager, j'ai Au besoin bout de de 3 repartir». mois? Mais parce que j'avais besoin, oui, j'ai toujours connu ça, donc le goût du voyage, être dans l'avion, partir à l'autre bout du monde, rencontrer les Indiens, rencontrer les Chinois, rencontrer les Africains, tout ça, c'était extraordinaire pour moi. Et donc, je sais pas, donc j'ai remis mes sens en éveil, je crois, et d'un seul coup, les pays étrangers ont commencé à revenir chez nous. C'était surprenant, d'ailleurs. D'ailleurs, vous me demandiez une petite anecdote tout à l'heure. Quand j'ai rencontré notre partenaire japonais, je suis allé faire des formations au Japon. On venait de démarrer nos magasins, notre premier magasin, et je suis allé faire des formations au Japon, et il y a une interprète qui me dit: Monsieur, il y a Monsieur Kimura qui voudrait vous inviter à dîner. Et je vais donc à ce dîner le soir, et personne ne me parlait à part l'interprète, et il y avait une quinzaine de Japonais. Ils sont bizarres, mais pourquoi ils m'invitent à dîner, personne ne me parle à part l'interprète. Et à la fin du repas, le monsieur il me dit: est-ce que ça vous embêterait de prendre mon fils en formation en boulangerie? Et la famille Kimura, c'est les gens qui avaient créé le pain japonais, vous savez, ce pain avec le haricot, la purée de Ah ouais, haricot à ouais. l'intérieur. Et il me dit: est-ce que vous pouvez prendre mon fils en formation, d'abord l'envoyer aux États-Unis, après le prendre en France et tout. J'ai dit: bizarre, lui, pourquoi il m'a demandé à moi? C'est une famille mais très très grande, Ouais. immense, il fournissait d'ailleurs l'empereur, etc. Bah, je dis: oui, il n'y a pas de problème. Voilà, tac, tac, tac. Et c'est devenu, au fil des années, je ne sais pas pourquoi, mon associé, ce monsieur. Et C'est donc il est venu faire sa formation. J'ai envoyé d'abord aux États-Unis, puis après en France pendant 1 an, puis après j'ai envoyé en Israël où on démarrait, et puis après on s'est associé au Japon. C'est bizarre la vie, ça veut dire que de temps en temps, et oui, sans parler la même langue, sans rien, ben, vous êtes peut-être fait pour vous rencontrer. mmh. Et il faut savoir saisir les Et il opportunités. faut savoir prendre le train en marche. Je voulais parler un peu aussi de créativité parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de business, d'entrepreneuriat et tout ça, et c'est formidable. Mais en fait, vous avez quand même un peu 2 parties dans votre, vie, si je Bien comprends sûr. bien, qui est aussi la partie, d'inventer, des recettes. Je ne sais pas si aujourd'hui vous continuez à être aussi actif dedans, mais bon, vous écrivez des livres, il y a, d'après ce que je vois, mais quand même une créativité hallucinante, en termes de produits, franchement, et même d'ailleurs en termes de concept, parce que si on parle encore des néo-boulangeries Ernest, enfin, de tout ce que vous êtes en train de lancer, il y a, je trouve, une dimension très créative à la maison Kaiser. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous arriviez à faire les deux, parce que c'est pas évident en fait de faire de la gestion, d'être en permanence, Ouais. aller voir dans les boutiques, faire des allers-retours au Japon, trouver des nouveaux partenaires, et puis se garder en fait ce moment de plus réflexion où on va imaginer de nouvelles recettes. Ouais, Et je on trouve n'a que pas c'est que les recettes, on a aussi le design des magasins qui évolue beaucoup chez nous. Il y ouais. a également tout ce qui est emballage, présentation, etc. Donc en vrai, j'ai la chance de pouvoir voyager, de prendre beaucoup d'idées à travers le monde. Alors ça peut être des idées, aller sur un marché, regarder les épices que les pays utilisent et pouvoir Mm. imaginer qu'on puisse les réintroduire en France. Ça peut être, par exemple, je sais pas, on a lancé le pain et les financiers au matcha, là, vous savez, le thé vert là au Japon, et on a réintroduit ça en France. Ça peut être utilisé à l'époque le safran, et après j'ai utilisé le Ouais. curcuma pour faire Ouais. le pain au curcuma. Donc c'est toujours être en voyage, mais avoir les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe. Je vais voir les concepts, je vais voir les produits, je vais voir les marchés, je vais voir tout ce Donc qui le se passe terrain, quoi, le pour terrain, le le terrain, terrain, le pour terrain. comprendre. Ça, Mm. c'est un. Deux, on travaille avec nos équipes. Et quand on fait, par exemple, des livres, ou quand on fait notre chaîne YouTube, ou quand on fait des émissions de télé ou n'importe, ben, on est toujours à la recherche de faire des nouveaux produits. Donc, de toute façon, on est obligé de créer. Donc, Ça fait partie de la culture ça de fait partie de l'entreprise, la en fait, ça. culture, et ça me booste, ça m'empêche justement de m'endormir. Les gens me Mm. demandent souvent est-ce que vous faites encore du pain? Ben oui, beaucoup, parce que je fais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations ou de démonstrations à travers le monde. Ça aussi, c'est passionnant parce que ça vous oblige à vous tenir en haleine, et à vous bouger. En vrai. Il faut toujours se bouger, se secouer. Est-ce que vous essayez de répartir votre temps de telle sorte que vous avez des petites plages horaires réservées à de la création, c'est-à-dire de la réflexion, de la stratégie, des nouvelles recettes, se remémorer ce que vous avez vu sur un marché, je ne sais quoi, ou en fait non, c'est complètement mêlé avec votre vie d'entrepreneur? Parce que je trouve que c'est Non, pas évident de la faire vie, la part des choses. chez moi, elle est assez mêlée, mais par exemple, dès que je vois des choses intéressantes, je les envoie à notre service marketing qui les conserve. Et quand je Mm. reviens en France, peut-être au bout d'un mois, au bout de 2 mois, on ressort tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pris, on commence à travailler là-dessus. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est pas perdre l'information, parce qu'en vrai, il y a tellement d'informations qu'on peut en perdre la moitié. Et je vous dis, Ouais. mon meilleur ami, c'est mon téléphone, et c'est vrai que je fais des photos, j'écris, je marque, parce que sinon Vous on perd notez tout, tout on sur votre oublie. Ouais, téléphone. parce que sinon on oublie tout. Vous dites Ah, bien tiens, sûr. je dois aller au Maroc, j'ai rencontré quelqu'un là, mais c'était qui ce gars? Et on voit tellement de gens que c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, il faut quand même utiliser ça comme un petit peu son petit bloc-notes. À l'époque, on avait des petits bloc-notes. Aujourd'hui, on a le téléphone. On peut conserver les deux. D'ailleurs, je vois des gens qui utilisent toujours petit bloc-notes. Par contre, je me demande comment ils se repèrent des fois, tandis qu'avec le téléphone, c'est bon, avec l'abécédaire, on peut se débrouiller. Mais je crois qu'il faut rien lâcher.
C'est intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent avoir des idées c'est bien, mais en fait à un moment donné comment est-ce qu'on les implémente? Et en Ouais, fait la première étape c'est déjà de te rappeler des idées et souvent ouais. quand on a une idée c'est on est sous la douche, on est sur un marché, on est je ne sais où. Bon alors j'imagine que vous n'avez pas votre téléphone sous la douche, mais, Non, mais je peux mais l'écrire après, un quart d'heure après. ouais c'est ça. Ouais, Mais du coup, en fait, vous avez créé une petite discipline en fait de ouais, vraiment noter soigneusement et ouais, un processus finalement d'envoyer à votre équipe pour ouais, conserver les idées, quoi, si je ouais. comprends bien. Oui, et j'utilise le téléphone et j'utilise encore un agenda. Alors ça fait rire tout le monde, mais parce que il y a tellement de choses à noter que Un agenda ça, papier? ouais, un agenda papier encore, j'y conserve parce que ça me fait une double assurance en tout cas de pas oublier. Je comprends. C'est vrai que souvent dans les agendas Google, il y a tellement de choses qu'on Ouais, ne repère plus rien, quoi. c'est ça. Ok, très clair. Je voulais parler de la culture Kaiser. J'ai eu le sentiment au travers de notre conversation que le renouvellement, la créativité fait vraiment partie de la culture et que c'est quelque chose justement que vous essayez en fait de cultiver. Est-ce que c'est le cas? Quand je vois justement toutes vos nouvelles activités, enfin que ce soit comme vous dites, à la fois les nouvelles designs de boutique, les nouveaux designs de boutique, que ce soit les nouveaux concepts de boutique. Je crois avoir vu aussi que vous aviez maintenant un espèce de chariot gourmand. Donc, enfin, en fait, c'est assez impressionnant, je trouve, de se dire que oui, certes, vous vendez des pâtisseries et du pain, mais en fait, il y a tout un univers autour qui est en train d'être en permanence challengé pour changer, pour s'adapter peut-être aussi au monde actuel. Mm. J'ai vu que vous étiez intéressé, par exemple, par des éléments véganes. Enfin, bref, le fait d'être dans l'air du temps et de se challenger en permanence, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait aussi l'un des succès de l'entreprise. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé? Non, vous avez raison, il faut tout le temps être. Déjà, c'est les clients quand même qui guident nos magasins. Et c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, on a démarré par exemple le pain sans gluten et les produits sans gluten parce que c'était une demande de la clientèle. Après, on est passé en vegan parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont véganes aujourd'hui. La roulotte, je trouvais ça intéressant. Par exemple, on a fait en face de la pyramide du Louvre de pouvoir montrer un chemin différent pour pouvoir avoir une jolie boulangerie. Alors, c'est un des rares endroits où on ne produit pas et on ne cuit pas sur place, comme vous le savez, puisqu'il n'y a pas assez d'espace. Alors que nous, on est ce qu'on appelle des artisans, ça veut dire qu'on produit et qu'on cuit sur place. Mais là, c'est une façon déportée de pouvoir être présent dans un endroit mythique et ça pourrait être dans d'autres endroits d'ailleurs, puisque ça a intéressé beaucoup de pays dans le monde. Et c'est vrai qu'il faut tout le temps être en quête de changer son concept, de pouvoir le faire évoluer. Le premier magasin qu'on avait démarré rue Monge il y a 25 ans, il était fait avec une roue qui représentait une meule de pierre et avec des briques apparentes, etc. Parce que c'était l'époque, c'était la mode de ces magasins un peu à l'ancienne, etc. Aujourd'hui, on présente ça dans un espace beaucoup plus moderne, avec du marbre, où le produit, il est sur une scène, c'est lui qui est le produit phare, on veut voir que le produit. Et je crois que c'est ça qui intéresse les clients, en vrai, c'est qu'on puisse évoluer aussi avec le temps. Et ça fait pas peur en tant que marque, en tant que fondateur, de se dire j'avais un concept qui marchait. À quel moment est-ce qu'en fait vous sentez que c'est le bon moment pour changer? Parce que c'est pas évident en fait de se dire ok, il y a des clients qui me disent ça, mais est-ce que c'est le gros du marché? Est-ce qu'il faut vraiment que je change tout? Ah bon, on change pas tout. De toute façon, quand on importe le vegan, on va y aller partout. Vous voyez, on va mettre quelques produits vegan et on va regarder comment les consommateurs réagissent, etc. À l'époque, je sais pas, il y avait toutes les graines de chia, les machins. Vous voyez, on introduit toujours quelque chose, en tout cas, qui se fait, qui est dans l'air du temps pour voir comment ça fonctionne. Mais au niveau, par exemple, des changements de design de boutique, ce genre de choses, changer d'une certaine manière, voilà, l'esthétique, le graphisme, la plateforme de marque, c'est quand même toute une histoire. Ouais, alors là, par exemple, c'est amusant ce que vous dites, c'est qu'on a démarré, donc on a refait un petit réseau sur la Côte d'Azur, et c'est vrai que on a refait le design des magasins là-bas, donc on les a mis à l'identité Eric Kayser, et j'ai introduit un carrelage bleu. J'ai réfléchi beaucoup avant d'introduire ce carrelage bleu, parce que bleu, Côte d'Azur, la mer, etc., et avec le bois et avec le marbre qu'on mettait devant, et en vrai, on s'est rendu compte que c'était très beau. Mais bon, on se pose toujours la question à savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Et vous pouvez prendre toutes les agences de design, mais il y en a un qui va vous dire oui, l'autre qui va vous dire Oui, non, etc. Donc à un moment donné, il faut choisir, quoi. il faut Il prendre faut les y aller, il décisions. faut foncer. Je voulais parler aussi un petit peu de formation interne des collaborateurs. Vous avez dit que vous étiez un petit peu lent au démarrage et que vous aviez mis du temps avant d'apprendre. Le métier de la boulangerie, c'est un métier voilà, qui est un métier d'artisanat, Ouais. donc il faut maîtriser les gestes. À quel moment est-ce que vous avez décidé de mettre en place des programmes pour former les boulangers? D'autant plus que si je comprends bien, c'est un secteur où c'est pas facile de recruter parce que malheureusement, il y a peut-être pas tant de personnes que ça. Enfin, il y a moins de renouvellement que dans d'autres secteurs plus à la mode comme l'informatique.
Et à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il fallait que vous investissiez en tant qu'entrepreneur sur la formation pour réussir à avoir la qualité des produits que vous voulez? Je crois qu'on était un peu en avance. C'est une dizaine d'années où je me suis dit, il faut absolument que je mette des tuteurs à la tête des jeunes boulangers qui arrivent. Donc, ils ont tous un tuteur qui va être leur responsable hiérarchique et qui va s'occuper de les former jusqu'à ce que ces jeunes, ou ces moins jeunes d'ailleurs, puissent s'envoler et prendre la responsabilité, par exemple, d'un magasin ou être adjoint ou responsable. On a démarré également, juste avant le Covid, avec Skill & You, un programme de formation pour que les gens puissent passer un CAP online. Parce que je trouvais que c'était important aujourd'hui de pouvoir permettre ou donner l'opportunité aux gens de pouvoir apprendre un métier différemment sans aller en classe tous les jours. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'aller en classe tous les jours. Par contre, ils ont besoin de faire la pratique. Donc, on leur montre et on les prend également en stage chez nous. On a également démarré notre chaîne YouTube pour montrer à tous les consommateurs, à tout le public, qu'on pouvait faire des produits chez soi, à la maison, la baguette, le croissant, etc. C'est pas pour se faire concurrence, c'est pour que les gens puissent essayer, tester, faire avec leurs enfants, avec leur mari, les femmes, etc. Enfin, ou les hommes ensemble, enfin tout ce qu'on veut, pour que les gens puissent s'imprégner de ces métiers. Je crois que c'est ça qui est important. Et continuer tous les cycles de formation. C'est important. Donc, on fait de la formation en interne. On a donné l'opportunité aux gens de pouvoir passer leur CAP online. On donne des cours avec notre chaîne YouTube pour que les gens puissent apprendre. En plus, c'est gratuit. Oui, vous inscrivez et puis c'est fini. Non, mais c'est sûr qu'il y a une démarche pédagogique. Il y a une démarche pédagogique qui est importante, mais je voulais aussi que ça... En même temps que je fais ça, je crois que ça concerne toute l'entreprise, que toute l'entreprise se rend compte que mon cheval de bataille, c'est aussi la formation et après, ça leur permet de penser à transmettre. Est-ce que les personnes qui travaillent, par exemple, au marketing ou dans des secteurs qui ne sont pas produits, doivent à un moment donné passer en boutique? Enfin, quelle est la culture de On les passe tous en boutique. Mais même, est-ce qu'ils apprennent à faire du pain un peu? Même les comptables et tout, on les passe tous en boutique à un moment donné, juste pour qu'ils voient, pour qu'ils s'imprègnent, qu'ils fassent un stage, etc. C'est marrant d'ailleurs, ils en ont tous envie. Donc, Bon, je pense qu'ils sont contents aussi d'aller puis voir après, ils savent de quoi ils parlent. Hein, parce qu'il n'y a pas que les chiffres, voyez, il faut aussi que les gens comprennent les difficultés de chaque métier. C'est clair. Si on devait résumer là sur ces 25 dernières années, puisque ça fait quand même 25 ans maintenant que la rue Monge a été ouverte, quels seraient selon vous les grands facteurs clés de succès qui ont fait que vous êtes passé d'une boutique qui fonctionnait très bien dès le début, d'après ce que je comprends, à maintenant, franchement, je pense, l'une des entreprises de boulangerie les plus importantes je crois que la formation était quelque chose d'essentiel. Utiliser toujours les meilleurs... Vous voulez dire le fait d'impliquer des gens, les former, de ne pas lâcher. Pour qu'ils se développent, pour qu'ils aient envie de comprendre, qu'ils aient envie de bien faire. Ça, je crois que c'est très important. Ensuite, le choix des ingrédients, très important. Utiliser toujours que des produits de qualité. De la fermentation. Laisser beaucoup de fermentation à tous nos produits pour que le pain ait une saveur, un goût particulier, ou les gâteaux également. L'adaptabilité, la transformation, l'évolution pour nous, parce qu'en même temps qu'on fait évoluer nos magasins, on évolue, on progresse. Je crois que c'est tous ces facteurs qui font qu'une entreprise, elle perdure dans le temps, elle s'améliore. Oui, je voyais hier un grand capitaine d'industrie français qui faisait la promotion des métiers artisanaux parce qu'il avait besoin de gens pour faire des sacs à main, etc. Je trouve que c'est beau. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la vie, on a besoin tous les uns des autres. On a besoin des artisans, on a besoin des comptables, on a besoin des avocats, on a besoin de tout. C'est ça qui fait une entreprise ou un pays. Et donc, il faut respecter tous les métiers. Ouais, mais le faire aussi pendant 25 ans, c'est pas pareil que de le faire pendant 5 ans. Et du coup, on voit que vous êtes un homme discipliné, vous faites votre course à pied 3-4 fois par semaine. Et du coup, de la même manière, en fait, les choses il y a du suivi. Oui, il y a du suivi. Je crois que c'est important, le suivi. Oui. Je vous pose la question corollaire. Si vous aviez un enseignement à me livrer sur des grandes erreurs que vous avez commises, peut-être un échec, des choses que vous avez apprises, dont vous êtes sorti visiblement, mais qui ont été dures, que vous pourriez partager avec nous. Je crois que c'est une question qui est très compliquée parce que des erreurs, on en fait vraiment beaucoup dans une vie. Mais une grande, j'allais vous dire, je pense que c'est les errements avec les gens. Oui, c'est les mauvaises expériences, les mauvais choix. Je vous parlais tout à l'heure des mauvais choix des partenaires. Ça peut être aussi donner votre confiance à un directeur, par exemple, que vous embauchez, à qui vous lâchez un peu les rênes parce que vous dites, tiens, par exemple, moi, à un moment donné, je voulais plus me remettre
que dans le métier et pu m'occuper de tout ce qui était les bureaux, etc. Et vous faites confiance à des gens et vous vous rendez compte que les gens, ils sont pas dans le même train que vous. Ça les préoccupe moins le confort ou le souci du personnel. Et ils vous font partir beaucoup de gens. Et ça, c'est des graves erreurs. Et je pense que vous pouvez donner votre confiance. C'est très important, mais il faut aussi choisir les bonnes personnes pour donner sa confiance. Et les gens peuvent perturber votre entreprise en faisant des mauvais choix après à votre place, sur le design, sur les choses. Je crois qu'il faut veiller. C'est comme l'éducation de son enfant, oui. Il faut bien sûr la donner à des gens, mais il faut essayer de choisir les bonnes personnes. C'est vrai que c'est pas évident cette question parce qu'à la fois on donne sa confiance et on a envie que ça marche, mais en même temps la confiance n'exclut pas le contrôle et il faut s'assurer que en fait c'est fait tel que la culture de l'entreprise, tel qu'on a envie que ça soit fait, parce qu'en fait au final en tant que fondateur on sait aussi globalement ce qu'on veut et la manière dont on pense que ça marche et ce qu'on veut pas. Et ça, je pense que tout entrepreneur a vécu ça. La question peut-être qui suit, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on se rend compte qu'on a fait l'erreur? Et c'est peut-être là où on progresse. Il faut se rendre compte vite. Parce que c'est compliqué après de se séparer des gens. Et puis on peut les peiner beaucoup. Et si on leur montre par exemple qu'ils n'ont pas bien fait, je pense que ça vexe beaucoup les gens. Donc je pense qu'il faut essayer de se rendre compte assez vite. Ouais, bon, on fait un cadeau à personne, en tout cas, en vous entraîner. Ouais, mais en vrai, je crois que déjà quand vous embauchez des gens chez vous, dans votre entreprise, et que vous les prenez par exemple pour les diriger, il faut absolument qu'ils aillent sur le terrain. S'ils vont pas sur le terrain, déjà vous vous rendez compte que ça peut pas fonctionner. Il y a des petites choses que vous notez ou des petites astuces mentales que vous faites quand vous recrutez des collaborateurs, surtout des collaborateurs aussi seniors. C'est quand même pas facile, qui s'intègrent bien dans la culture et dans l'équipe pour réussir à faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire... Moi, j'ai appris en tout cas une chose dans le recrutement, c'est que les gens, ils vont répondre ce que vous avez envie d'entendre. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est des techniques, parce que j'ai été bluffé des fois par des gens. Ils m'ont impressionné, parce qu'ils m'ont répondu à tout ce que je voulais en entretien. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'ai toujours que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et je pense que nous, dans la boulangerie, c'est au pied du pétrin qu'on voit les boulangers, au pied de la comptabilité qu'on voit les comptables. Je crois que c'est ça le truc le plus important. Donc c'est une fois sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Parce que sinon, on vous dit oui, les 3 premières minutes. Oui, aujourd'hui, les gens, ils ont appris à gérer les 3 premières minutes et tout le monde connaît la technique, de faire une bonne présentation, de répondre aux bonnes questions, de devancer même votre question. Il suffit de lire un peu la psychologie de l'entreprise ou de l'homme pour savoir ce qu'on doit répondre. Donc là, il faut laisser faire les gens. Par contre, il faut les laisser parler. Je crois que c'est bien. Pour terminer, Eric, il y a quelques petites questions que je pose toujours à la fin. J'appelle ça mon crible. La première que je voulais vous poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie, pro, perso, dans vos recettes, je ne sais pas, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Non, je crois que j'ai eu une vie. La vie m'a permis de m'épanouir énormément, d'apprendre énormément. Je crois que je remercie d'ailleurs. C'est une expérience incroyable. Et je pense qu'il faut savoir l'apprécier et apprécier là où on est. Je suis parti, je vous disais, d'un petit village, d'un apprentissage de boulangerie pour faire quelque chose d'intéressant, en tout cas intéresser des gens à faire un métier et le faire bien. Je crois que ça me satisfait assez. Je ne vais pas dire que je suis satisfait de moi-même, c'est pas ça, c'est pas orgueilleux ce que je vais vous dire, mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte quand on fait des choses qui sont intéressantes. En tout cas, j'ai répondu à ma logique de ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et quand vous en parlez avec votre famille, c'est un peu indiscret comme question, mais voilà, des personnes qui vous connaissaient petit, à la fois ils vous connaissent encore maintenant, donc on n'a pas le même regard bien sûr, mais ils doivent se dire quand même à quel point c'est fou, parce qu'une fois de plus, des personnes qui sont nées dans un petit village de Haute-Saône et qui ont eu votre carrière, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est quand même assez fou comme destin. Oui, c'est fou. Il y a des gens qui ont fait une réussite qui est 100 fois supérieure. Qu'est-ce que la réussite ? Je ne sais pas. En tout cas, si on essaie de faire des belles choses dans la vie, moi, je dis toujours que je donne des armes à tous nos boulangers, nos pâtissiers dans le monde entier pour qu'ils puissent avoir un métier, qu'ils puissent gagner leur vie. Je crois que c'est sûrement, en dehors de ma famille, bien sûr, une de mes plus belles réalisations. Autre question, qui n'est pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est... Il y a quelque chose que le monde, on va dire, le monde pense, par exemple, les personnes âgées sont plus sages que les personnes plus jeunes. Ça, je crois pas.
et en fait, vous n'êtes pas d'accord avec cette croyance et vous constatez qu'en fait, ce que vous pensez n'est pas universellement partagé. C'est pas pour être polémique, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet parfois d'avoir un regard différent sur des... Bien sûr. Non, je crois pas. Je crois qu'à chaque étape de la vie correspond à un mode de pensée ou un mode de réflexion. On n'a pas les mêmes soucis quand on est, par exemple, en retraite que quand on est jeune et qu'on doit construire sa vie. Je trouve que la vie elle est parfois un peu complexe parce que c'est vrai que quand vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous voulez faire votre vie, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir une femme, vous voulez avoir une maison, un machin, et vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de ramer. Et quand vous êtes des fois plus âgé, vous avez construit votre vie et vous avez ce qu'il faut. Non, je crois qu'il y a des gens qui sont très sages, très jeunes. Il y a des gens qui sont jamais sages. Je crois que... Moi, en tout cas, je suis un croyant dans la vie et dans le positivisme. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours un esprit positif. Et les rares fois où je viens et que je suis un peu agacé par des choses de la vie, par exemple, où j'ai pas dormi dans un avion, n'importe, m'apporte des choses qui sont négatives. Alors, quand je suis positif dès le matin, je vois des choses qui sont positives toute la journée. Donc, je crois au courant positif et je crois en la vie, je crois en l'homme, je crois vraiment qu'on peut améliorer aussi le monde en faisant des belles choses. Donc, en tout cas, j'essaie de le faire, moi. Si vous aviez un conseil à donner à l'un de vos fils pour sa future carrière, ça serait quoi? Il faut être persévérant. Je crois que la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Mais vous le voyez dans les gens qui réussissent. Moi, j'ai été bluffé. Il y a 30 ans, je voyais des gens, ils me disaient « Ouais, de toute façon, on n'a pas besoin de travailler beaucoup. Moi, j'arrive à me concentrer 10 fois plus vite que les autres. J'ai besoin de travailler 2 heures alors que les autres font 10 heures. » Moi, vous savez, à 20 ans, j'étais impressionné. Je dis « Putain, ils sont forts, ceux-là. Moi, je suis un crétin. » Et puis après, vous dites « Bah tiens, enfin, vous revoyez ces gens 20 ans après. En vrai, ils ont pas réussi parce que je crois que tous les gens... facile, quoi, pour eux, Mais finalement. oui, c'est des conneries, ça. Je crois que les gens qui réussissent dans une entreprise ou qui réussissent dans leur vie ou qui réussissent dans le sport ou qui réussissent dans le cinéma ou dans n'importe quoi, c'est à force de travail. Le talent, il vient pas tout seul. Je pense qu'il faut vraiment bien avoir ça en tête. Mais je suis quand même obligée de vous poser la question, Eric. Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où vous avez voulu lancer un projet et ça n'a pas marché parce que c'était pas le bon projet, c'était pas la bonne manière de faire, je sais pas quoi. À quel moment est-ce que vous vous dites, en fait, non, c'est plus de la persévérance, c'est de l'acharnement et c'est de l'acharnement sur un mauvais sujet? Non, mais bon, c'est sûr qu'on fait tous des erreurs et on fait tous des projets ou des produits ou des trucs qui fonctionnent pas, mais il faut s'en rendre compte très très vite. Mais ça, là, on est d'accord. Ça, c'est autre chose encore. Mais par contre, dans la persévérance, je crois que c'est la persévérance de tous les jours. Ça peut être de se lever le matin, ça peut être de chanter, ça peut d'aller faire du sport, ça veut dire de travailler beaucoup. Mais en tout cas, il faut mettre votre énergie à la hauteur de vos ambitions. Ça, je crois que c'est important. Et c'est ça, la persévérance aussi. Bon, il y a les gens qui n'ont pas envie non plus de s'emmerder dans la vie, et ils ont raison, parce que peut-être que c'est pas bien tout ce qu'on fait. Et moi, je respecte vraiment tout ça. Mais en tout cas, je respecte les gens qui ont un discours et qui le tiennent. Mais en revanche, ce que vous dites aussi, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a quand même pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'ambition, cette discipline, et on voit votre exemple, une discipline, elle est clé et qu'en fait, le succès comme ça, par coup de bol, un peu en claquant des doigts parce qu'on a un talent quelque part, bah oui, peut-être qu'il y a certains qui la vivent, mais si on veut s'assurer que ça fonctionne dans le temps, il faut quand même passer par la case boulot, quoi. Oui, c'est ça, parce que sinon, de toute façon, les gens qui ne travaillent pas ou qui s'ennuient, moi j'ai vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple, avec le Bitcoin sans jamais avoir travaillé, ils ont eu un petit coup de chance, ont fait un pari, oui, mais bon, c'est pas la fin de la vie, c'est pas avec ça que vous réalisez, même si vous avez de l'argent, vous réalisez rien, vous voyez. Vous achetez une voiture, une maison, mais vous n'avez pas réalisé quelque chose avec vos mains et ça vous manque ou avec votre tête. Vous, ça vous rend heureux de travailler au final ? J'ai pas l'impression de travailler, oui, je suis toujours dans quelque chose que j'aime, donc je me pose pas ce genre de questions. Non, mais c'est ça qui est important, quoi. C'est que justement, je pense que c'est le cheminement qui est plus important que le fait de gagner des sous à la fin, quoi. Oui. Deux dernières questions. Est-ce que vous avez une maxime, une citation que vous aimez, qui vous tient à cœur ? Moi j'aime bien, par exemple, je vous disais tout à l'heure, c'est au pied du pétrin qu'on voit le boulanger. Je réutilise ça pour beaucoup de métiers et je trouve que c'est pas mal, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui les gens sont pas toujours vrais quand ils viennent vous voir et là vous les voyez vraiment dans leur truc en train de faire leur travail. J'ai vu des boulangers, qu'ils sont pas vrais, ou vous pensez qu'ils savent pas eux-mêmes et qu'ils sont un peu... Ouais, ils peuvent ne pas savoir ou alors ils vous mentent sur ce qu'ils veulent faire ou sur la valeur. J'ai vu des gens tellement extraordinaires dans nos métiers, tellement passionnés, tellement beaux en train de faire les gestes. Un jour, j'étais surpris, je voyais un photographe de talent qui venait faire des photos chez nous. Et on a fait des photos pendant 2 jours ou 3 jours. Et le gars, je lui change de boulanger le lendemain.
Et pour faire les photos, j'avais pris un boulanger la veille qui s'appelait David. Et le lendemain, je change, je sais pas pourquoi, parce que David était occupé. Il me dit non, mais c'est pas pareil. Je dis mais c'est quoi qui est pas pareil? Il me dit non, c'est pas la même gestuelle. Mais je dis qu'est-ce que tu sais, toi, tu comprends rien, t'es photographe. Mais il me dit tu rigoles ou quoi? Je vois à travers mes photos comment le gars il épouse sa pâte, comment il l'aime, comment il a. Et c'était vrai. Incroyable. Et le gars, c'était un excellent boulanger. Et c'est vrai qu'il s'était rendu compte qu'entre deux boulangers, il y avait une différence d'amour du métier qui était énorme dans ses photos. Et j'ai regardé, en vrai, dans les photos, ça rendait. J'étais surpris, donc j'ai appris encore ce jour-là, oui. C'est-à-dire que ouais, je crois qu'il faut vraiment prendre des gens. On ne peut pas tromper. On peut pas tromper. En tout cas, pas longtemps. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres dont vous pourriez me parler parce que c'est des livres importants pour vous? J'aimerais parler de vos livres, bien sûr, mais aussi d'abord peut-être d'un livre qui vous a aidé à un moment dans votre vie. Ouais, en tout cas, le dernier livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant, c'était Trois amis en quête de sagesse avec Mathieu Ricard, Alexandre Julien et Christophe André. J'ai trouvé que leur discussion autour de la philosophie de la vie était très intéressante et très passionnante. Discussion à bâton rompu sur la vie, sur ce qu'on doit respecter, sur ce qu'on doit aimer, comment on doit se comporter, etc. Je trouvais que c'était des choses qui étaient intéressantes à lire, en tout cas. Et à l'époque, moi, je lisais beaucoup sur le bouddhisme, que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Je crois que j'ai appris aussi beaucoup de choses à travers ça. Alors, j'ai pas une religion particulière, hein. J'essaie de comprendre et d'avancer et de faire bien, malgré qu'on fasse beaucoup d'erreurs dans notre vie tous. Voilà, je crois que les choses sont sympathiques à lire en tout cas. Pour tout vous dire, j'aimerais beaucoup avoir un des trois sur le podcast. Si c'est le cas, je vous ferai écouter l'épisode. Ouais, Mathieu Ricard, bien sûr. Il répond assez souvent oui, hein, lui. Et pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des deux livres qui sont devant vous, et notamment du dernier qui, si je ne me trompe pas, est arrivé tout chaud, sorti du four aujourd'hui. Avec un pain sur le devant, oui, ça s'appelle Le Grand Livre du Pain. En vrai, on voulait... Les gens vous demandent toujours comment on pourrait réussir à faire quelque chose de bon et de bien dans sa cuisine. Et en vrai, moi, j'ai réussi à faire ces 50 recettes dans une cuisine, donc une cuisine d'un particulier. Et on a repris tous les produits pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Pourtant, on se dit que dans une cuisine de particulier, c'est impossible de faire un bon pain, quoi. Je sais, j'ai eu souvent l'occasion de faire des démonstrations partout dans le monde, devant des télés et tout. J'étais des fois, oui, j'ai des voyants rouges allumés. Je dis, putain, comment je vais faire? Parce que j'arrive, ils vous parlent tous en anglais, vous êtes tous dessus. Vous avez 10 minutes pour réaliser, ou 1 heure pour réaliser votre recette, machin. Et d'un seul coup, je voyais un morceau de brique réfractaire par terre, ou un morceau de carrelage. Et je me dis, tiens, voilà, j'arrive avec de la pâte à pain. Je dis, je vais cuire ma pâte à pain là-dessus. Et je le huilais, le carrelage ou le morceau de brique réfractaire. Et on mettait ça dans un four ventilé, ça faisait un pain extraordinaire. En vrai, je crois qu'on peut vraiment faire des très très belles choses à la maison. Tout ça, en tout cas, a été réalisé à la maison. Hein, donc, c'est pas compliqué. Hein, ça veut dire qu'on peut le faire. Ouais. Alors, moi, j'ai l'expérience, bien sûr, mais bon, c'est une question d'entraînement. Ça, après, il faut en faire un petit peu pour que ça réussisse. Hein. Quand je fais du jardinage, par exemple, c'est parce que je vais planter une graine que ça va fonctionner. Hein, le lendemain que la plante va sortir. Non, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu. Donc ça, c'est le dernier livre qui vient de sortir, Le Grand Livre du Pain. Et juste avant, on a sorti La Boulangerie des Petits. Comment faire, comment réaliser des recettes avec des enfants, comment les concerner, comment dans sa famille on peut réaliser des choses intéressantes en passant une journée très ludique, très agréable. Et c'est vrai qu'on est parti du crabe, comment faire un crabe en pâte à pain, après à faire un sandwich marchand de vin, par exemple, une baguette de 1 mètre avec du jambon et du fromage et tout ce que voulaient mettre les enfants. On avait fait aussi des petites sucettes à croquer avec du pain de mie, vous voyez, toutes des choses qui sont très sympathiques à faire et qu'on peut réaliser en famille, parce que c'est des recettes, je les ai réalisées avec les enfants, encore une fois, dans une cuisine. Et qui doivent créer des liens et des moments dont on se souvient. Enfin, on se rappelle tous des moments où on... Et à la fin, on leur a appris à faire un gâteau d'anniversaire, par exemple. C'était très rigolo. Les enfants, avec de la meringue, ils sont commencés à se badigeonner la tranche de meringue et tout le monde rigolait. C'était très sympa. Je crois que, d'ailleurs, le gâteau, il est là. Une pavlova, on a fait. Ça donne envie. Ils se sont balancés la meringue partout. On a mis beaucoup de temps à nettoyer la pièce. Mais c'était super backstage sympa. Devait valoir le coup, là, pour la peine. Eric, merci 1000 fois pour votre temps. Dernière question. Si on veut vous retrouver, je l'ai dit en introduction, mais ça se passe un peu sur LinkedIn, même si on sait qu'on reçoit tous beaucoup de messages sur LinkedIn. Ça se passe aussi sur les divers sites. On est sur tous les réseaux, en vrai. Si les gens veulent nous écrire, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, je ne vais pas dire que moi, j'allais répondre personnellement, parce que ça serait mentir. C'est tellement de travail, mais on a des équipes qui le font très bien. Parfait. Et je mettrai tout ça dans les notes. Ils font mieux que moi. Je mettrai également les liens vers ces 2 livres. Oui. Et je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Merci à vous.